Bom, boa tarde a todos. Chegamos então à última sessão de ateliês simultâneos, com um tema que é fundamental para nós da OITS, e eu represento aqui a OITS Américas, a Secretaria para as Américas da OITS, que é responsável pela presença do turismo social, ou do pensamento sobre turismo social nas Américas. Para nós é de suma importância a discussão das temáticas ligadas às políticas públicas de turismo para todos, como vocês chamam, ou de turismo social, porque acreditamos que é a partir das políticas públicas, ou também elas refletem um senso de uma política de equidade que pode existir nos nossos países. Bom, em números absolutos, a Europa continua a ser, de muito longe, o principal destino turístico mundial. Ontem, Márcio Favila, da Organização Mundial do Turismo, nos falou um pouco sobre isso e nos deu um número de 588 milhões de turistas cruzando suas fronteiras no ano passado. Assim, apurar a audição em grandes destinos deste continente, como, por exemplo, o caso de Lisboa, é testemunhar a enorme presença de russos, indianos, chineses e brasileiros nesses locais, numa evidência do apogeu turístico internacional promovido pela recente prosperidade dos gigantes do G20, que embaralharam a previsão de especialistas para um período de crescimento moderado que viria no rastro da crise financeira mundial. Mas o aumento desse volume é um fenômeno planetário e levanta muitas questões, que nos trazem, inclusive, ao tema desta mesa. Se o mapa da conectividade internacional desenhado pelo turismo global nos mostra o dinamismo impulsionado principalmente pelo aumento das despesas discricionárias da classe média em expansão nesses mercados emergentes, há muitos desafios relacionados à equidade e à discriminação que quase não são abordados nos estudos e pesquisas sobre esse fenômeno de crescimento mundial. Ao pensarmos políticas públicas voltadas para a inclusão social por meio do turismo, é necessário refletirmos não somente sobre as próprias políticas, mas também sobre as diferentes dimensões e formas de manifestação da exclusão, assim como sobre a maneira que as medidas propostas em tais políticas contemplam tanto a igualdade como a equidade de tais e quais são suas implicações. Para vários especialistas na área de políticas públicas, é preciso entender primeiramente qual igualdade se pretende promover, já que igualdade significa mais que o simples tratamento igual perante as legislações. Na verdade, mesmo que as leis tratem os indivíduos igualmente, outros fatores do mundo real operam em sentido oposto muitas vezes. Quando se busca uma maior efetividade das políticas de turismo, falar de igualdade e inclusão significa falarmos de acesso e desfrute, o igual acesso e o igual desfrute ao produto social. Na esfera do turismo, isso significa prever oportunidades iguais, tanto de trabalho digno e em diversos níveis da camada produtiva, quanto de desfrute das atividades turísticas. A solução para a brutal desigualdade mundial em ambos os fatores reside na adoção de políticas públicas que visem a equidade no setor de turismo. Com medidas destinadas a fazer com que aqueles que são prejudicados pela desigualdade ou pela exclusão total encontrem condições para transpor o abismo e possam, assim, integrar-se aos demais. Aqui chegamos a um ponto crucial para as políticas públicas. Embora seja também expressivo o apoio à igualdade enquanto um valor abstrato, nós que trabalhamos com turismo social sabemos que é tão ou mais extenso o conjunto de pontos polêmicos em torno das políticas que buscam a equidade, já que, paradoxalmente, a equidade pode significar a adoção de tratamento desigual, principalmente na definição de seus aspectos operacionais. Quem deve ser beneficiado com a política? O que deve ser objeto de distribuição? Postos de trabalho, auxílio financeiro? Quais os processos de distribuição? Cotas, sorteios, classificações em escalas específicas? Aspectos como esses, relativos ao desenho operacional de políticas de equidade, frequentemente polarizam o debate, já que em grande parte definem quem será beneficiado e, importante também, quem não será,
com essas políticas. Para inspirar a reflexão e o debate sobre o atual cenário das políticas públicas de turismo social ou turismo para todos na Europa, apresentaremos 3 importantes experiências de gestão e planejamento do turismo social ou para todos no continente, desenvolvidas por organizações da França, Bélgica e Espanha, todas elas filiadas à Organização Internacional de Turismo Social. Vamos começar então com a experiência da França e convidamos Marie Odile-Beau, que é chefe do Departamento de Turismo e Qualidade da Direção-Geral de Empresas do Ministério da Economia, Finanças e Indústria da França, onde desenvolve e implementa a Política Nacional de Qualidade. Coordena as ações do DGE voltadas para o turismo para pessoas com deficiência e turismo para todos, e também é responsável pelo desenvolvimento e implementação da Política de Ajuda para Férias e supervisiona a Agência Nacional de Cheque de Férias. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui des politiques mises en place par la France pour le tourisme social, le tourisme pour tous. On est bien dans le cadre de politiques sociales du tourisme et peut-être pas, comme on a pu le voir ce matin, pour des politiques du tourisme tout court qui concernent l'ensemble du tourisme. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le cadre général de ces politiques du tourisme social en France. C'est tout d'abord une des missions du ministère en charge du tourisme que je représente ici. Et donc, une de ces missions, c'est de définir des politiques qui vont permettre de faire progresser le taux de départ en vacances. Donc on est dans l'accès aux vacances. C'est un objectif national qui a été fixé par une loi de 1998 relative à la lutte contre les exclusions et qui prévoit bien l'égal accès de tous aux vacances. Le taux de non-départ en vacances en France reste encore élevé, malgré une certaine amélioration qui a été constatée l'année dernière, puisqu'on est encore, comme vous le voyez sur l'écran, que 40% des Français ne sont pas partis en vacances. Ce sont des données d'un organisme statistique en France qui s'appelle le CREDOC. Les plus touchés par le non-départ en vacances, c'est la même chose dans tous nos pays. Ce sont les jeunes adultes, une partie des seniors qui constituent les plus dépendants des seniors, notamment les personnes handicapées et les familles qui ont des revenus modestes, donc des familles fragilisées ou qui sont en situation d'exclusion, souvent des familles monoparentales. Les politiques donc en France vont être définies pour toucher ces catégories et notamment elles vont être définies au regard des constats qui peuvent être faits, au regard des besoins qui sont exprimés et elles sont préparées en fait d'abord en liaison avec les différents acteurs du tourisme social en France et elles sont également le cas échéant testées donc dans le cadre d'expériences pilotes qui vont être très ciblées pour vérifier leur intérêt. Et ces politiques en fait elles ont 2 grandes dimensions, à la fois les personnes et le patrimoine, les équipements, puisqu'en France, en fait, le secteur du tourisme social, des hébergeurs du tourisme social, est particulièrement important et avait mis en place depuis la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, un patrimoine très important, mais qui a besoin d'être mis aux normes. Les acteurs sont nombreux, donc on a des acteurs ministériels, donc d'autres acteurs de l'État, le ministère notamment de la jeunesse qui s'occupe de l'accès aux vacances des mineurs, donc les enfants qui ont moins de 18 ans, jusqu'à 18 ans. Donc nous, au ministère du Tourisme, nous nous occupons des populations à partir de 18 ans. Le ministère de la Cohésion sociale qui intervient sur le domaine des allocations en fait, qui peuvent être distribuées aux différentes catégories. Les collectivités territoriales, bien sûr, donc là il s'agit des régions, éventuellement des départements et des communes elles-mêmes qui peuvent être propriétaires de leurs établissements. Par exemple, c'est ce qu'on a vu hier, si vous étiez là, dans l'exposé de VVF Village. Les associations membres de l'UNAT,
un secteur important pour nous, donc qui représente le tourisme social, les comités d'entreprise et enfin l'ANCV. Alors l'ANCV, en fait, l'Agence nationale pour les chèques vacances, c'est l'opérateur prépondérant de l'État pour la mise en place des politiques sociales. C'est un établissement public qui a été créé maintenant en 1982 et qui est sous la double tutelle du ministère en charge du tourisme et du ministère en charge de l'économie et des finances. Cet organisme, ça il faut vraiment le souligner, ne reçoit absolument aucune dotation de l'État et en fait se rémunère, assure ses ressources à travers un produit phare qui est le chèque vacances. Donc ce chèque vacances qui a été lancé dès 1982, donc aujourd'hui c'est un produit extrêmement important puisqu'en 2014 il a représenté un volume d'émissions de 1,5 milliard d'euros et il a bénéficié directement à 4 millions de personnes donc qui ont eux-mêmes acquis des chèques vacances. Mais si on intègre en fait les ayants droit de ces 4 millions de bénéficiaires, donc leurs familles, leurs enfants, on arrive à un nombre de bénéficiaires d'à peu près 10 millions de personnes. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans les politiques sociales de la France. Autre élément de la France, de l'ANCV en tout cas, l'ANCV met en place des programmes d'action sociale qu'elle finance à partir des excédents du chèque vacances et elle met en place ces programmes vers des cibles très spécifiques. Donc on a 2 programmes, par exemple Seniors en vacances, on a pris modèle sur l'Espagne, sur Imserso, donc Seniors en vacances qui est un des programmes très importants à destination des seniors, qui leur propose des séjours hors saison, d'une durée à peu près de 5 jours, 5 à 7 jours, avec, le cas échéant, une aide financière de la NCV pour les seniors qui ont un niveau de ressources assez bas. Et puis un autre programme qui est lui davantage à destination des familles, qui s'appelle BSV ou Bourse Solidarité Vacances. La NCV en fait agit pour l'État dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de performance qui a été signé en 2012. Donc on est actuellement dans le cadre d'un contrat qui couvre les années 2013 à 2016, qui avait fixé 4 axes stratégiques à l'agence, mais 3 notamment concernaient spécifiquement le départ en vacances. Tout d'abord, il était demandé à la NCV de rendre effectif le départ en vacances pour le plus grand nombre en augmentant le volume d'émissions nettes des chèques vacances. Donc c'est vraiment un objectif qui est rempli tout à fait correctement en ce moment. La NCV également est chargée d'intensifier l'action de solidarité autour des vacances, de diffuser notamment plus largement le chèque vacances dans les petites entreprises de moins de 50 employés, parce qu'en fait le chèque vacances au départ a été essentiellement déployé dans des entreprises qui avaient un comité d'entreprise, donc en général des entreprises qui ont plus de 50 salariés et au-delà, bien sûr jusqu'à des niveaux assez importants. Et enfin, elle devait étudier les conditions d'une dématérialisation du chèque vacances. Donc là, on est vraiment dans le domaine de l'innovation et de la prise en compte des nouveaux usages du numérique et des nouveaux usages de consommation des bénéficiaires de chèque vacances. Dans le cadre des dispositifs pour les personnes, en fait, 2 nouveaux dispositifs ont été mis en place à partir de 2014 par la NCV, à la demande de l'État. D'une part, un dispositif à destination des jeunes qui s'appelle Départ 18-25. L'objectif de ce programme, c'est de relancer le départ en vacances des jeunes de 18 à 25 ans révolus. On sait que dans cette classe d'âge, il y a à peu près 45% de non-départ. Et les programmes qui existaient jusqu'en 2014 à la NCV ne permettaient pas de toucher spécifiquement ces tranches d'âge. Donc c'est un programme qui est accessible uniquement sur Internet. Donc vous avez le nom du site à l'écran. Qu'est-ce que ce programme propose? Des offres de court séjour, 2 à 3 nuits en moyenne, en France et en Europe. Donc ça permet de aussi proposer de travailler sur la citoyenneté européenne.
Donc, ce sont des séjours à la mer, à la montagne, en ville, et puis à des prix minimums. C'est ouvert à tout le monde, mais l'ANCV fait bénéficier d'une aide financière de jusqu'à 150 €, jusqu'à condition de ressources, sous condition de ressources ou de statut, certains jeunes. Donc, les statuts, en fait, ce sont des jeunes actifs à revenus modestes, des étudiants boursiers, des apprentis, des volontaires du service civique, des jeunes en contrat emploi d'avenir, donc là c'est vraiment pour la formation très particulière de jeunes qui étaient éloignés de l'emploi, ou des jeunes qui bénéficiaient d'un contrat d'un emploi de génération. Pour simplement la dernière offre qui avait été mise en place dans le cadre de ce programme, c'était une offre spéciale découverte de l'Expo universelle à Milan, donc qui a été mise en place à l'initiative de notre ministère, donc le ministère en charge du tourisme, du pavillon de la France à l'Expo, de la NCV et de la région Rhône-Alpes, qui est très active dans le domaine des politiques sociales pour les jeunes, voilà, qui leur proposait de bénéficier d'un tarif particulier avec un séjour très intéressant et voyage inclus. À ce jour, bon, le bilan est encore un petit peu maigre puisqu'on est fin 2015 à peu près à 7000 jeunes touchés par ce nouveau dispositif, sachant qu'il n'a été lancé que l'année dernière. Donc progressivement, on compte bien sur une montée en charge. L'autre nouveau dispositif, lui, concerne plus directement les familles et il s'agit du programme VAC Ensemble pour... Oups. Ah, bug. Doesn't work. I'll be right back. Ok. Je vais commencer à vous en parler. Ça va arriver sur l'écran. Ah, non, il y en a trop. Voilà, non. Voilà. Un dispositif à destination des familles qui s'appelle VAC Ensemble. Donc en fait, ce programme, lui, a été mis en place en fait à la suite d'un rapport qui a été produit en 2013, qui avait été demandé par la ministre en charge du tourisme à l'époque. Ce rapport s'appelle Réduire la fracture touristique. Et ce rapport en fait avait essentiellement travaillé sur les causes du non-départ en France. Et parmi une des causes de non-départ qui était identifiée, il y avait le manque de culture vacances pour des familles, souvent des familles monoparentales, qui n'avaient pas de culture vacances, donc qui ne savaient pas où se retourner, qui ne savaient pas où chercher les offres. Donc il a été décidé de mettre en place ce dispositif. C'était une conclusion d'une grande réunion sur le tourisme, d'une grande réflexion sur le tourisme qui a eu lieu en 2014 en France, qui s'est conclue en juin 2014. Et donc c'était une demande faite par le ministère en charge du tourisme à la NCV, mettre en place ce dispositif. Son objectif, c'est de créer un portail d'une offre abordable à destination d'une population de non-partants qui ont un petit budget, mais qui n'ont pas ou très peu de culture vacances. Donc on estime que c'est à peu près 5 à 10 millions de Français sur les 24 millions qui ne partent pas en vacances. Donc majoritairement des familles. Ce dispositif, et j'ai oublié de vous l'indiquer sur cette slide, est disponible sur une plateforme, là encore, qui s'appelle vacensemble.org. Les familles ont besoin de quelques conseils et d'une offre abordable et sécurisante. Elles doivent en fait s'inscrire dans un quotient familial qui est compris entre 1000 et 1200 €. Et en fait, cette référence au quotient familial est importante pour la NCV parce que ça lui permet de faire le lien avec d'autres programmes, les programmes d'action sociale qu'elle mène déjà. Et ça permet aussi aux caisses d'allocation familiale, qui sont des structures qui accompagnent les familles, qui versent des allocations, des subventions. Aussi, ça leur permet également d'avoir une vision très précise des populations à accompagner. Et l'ANCV s'appuie sur les caisses d'allocation familiale, en particulier les caisses d'allocation familiale de Paris, de la Gironde, donc en Aquitaine, et de l'Hérault au sud de la France, pour détecter ces familles et les orienter vers ce programme. Ça n'est pas un site de commercialisation, c'est simplement
une mise en valeur des offres et ensuite une mise en relation des partenaires. Donc voilà, ce sont les deux dispositifs innovants en 2014. Pour le patrimoine, on a deux dispositifs, donc un qui fonctionne, qui est vraiment opérationnel depuis mars 2015, qui s'appelle le Fonds Tourisme Social Investissement. Donc là, ce fonds a été mis en place à la demande de l'État, mais il n'est pas du tout géré par l'État. C'est un fonds qui a 4 actionnaires, l'Agence nationale pour le chèque vacances, la Caisse des dépôts et consignations, le Crédit coopératif et l'IRCANTEC, donc des organismes qui interviennent dans les finances. Et donc, son objectif, c'est d'apporter aux hébergeurs du tourisme social les outils financiers nécessaires à la modernisation de leur offre. Ce fonds a une capacité d'intervention de 75 millions d'euros au total. Donc, il cible vraiment la rénovation et la mise aux normes des sites du tourisme social. Il est opérationnel, il devrait y avoir les premiers dossiers sélectionnés d'ici la fin de l'année 2015. Donc, vraiment, on ne peut qu'encourager les opérateurs du tourisme social à s'en servir et à l'utiliser. Il y a également un autre dispositif qui est intéressant, lui qui existe depuis un petit peu plus longtemps, mais qui a été renouvelé à la fin de l'année dernière, qui est un dispositif d'assistance en ingénierie. Donc là, c'est un dispositif qui réunit l'État, encore la NCV, Atout France et la Caisse des dépôts, à nouveau, qui a une capacité de financement de 900 000 euros. Et ce dispositif, lui, en fait, permet de préparer en fait les hébergeurs du tourisme social à revoir leur offre, à faire des études pour savoir quelle est leur offre, comment elle se positionne, quel est l'état de leur patrimoine, quel est l'état de leur site internet par exemple. Donc quels sont les éléments qui devraient peut-être être mis en place en interne pour pouvoir avoir une offre qui corresponde à la demande et mettre en place des dispositifs un peu plus innovants. Donc ce sont deux dispositifs qui marchent plutôt bien et qui surtout permettent de voir qu'un gros effort est certainement attendu sur les sites internet. On parlait ce matin de la présentation, la nécessité d'être sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on met sur son site, comment on communique, et ça c'est un élément très, très important justement pour vérifier comment on valorise son offre ou on ne la valorise pas, au contraire. Bon, à nouveau un bug, donc je continue quand même en espérant que ça va pouvoir avancer. Donc quelles sont les réalisations et projets en cours cette année? Donc depuis le 1er janvier 2015, donc, il y a un nouveau produit qui est proposé par la NCV qui est le e-chèque vacances. Donc c'est un chèque vacances papier mais qui est utilisable sur internet, qui répond à une demande parce que le chèque vacances, voilà, le chèque vacances n'était qu'en format papier, donc quelque chose qui est lancé, qui est expérimenté et qui permettra de voir comment ce produit est diffusé et quel accueil il reçoit. Deuxième élément important, c'est en fait la diffusion du chèque vacances à de nouveaux bénéficiaires. Donc, il y a une loi qui a été adoptée au printemps 2015 qui ouvre la distribution du chèque vacances à des très petites entreprises, à des employés de particuliers employeurs, en fait, des salariés de particuliers employeurs, donc vraiment des catégories qui n'étaient pas du tout touchées, ce qui permettra aussi d'avoir un accompagnement vers de nouvelles catégories sociales. Troisième gros dossier en cours là, qui concerne vraiment la NCV, c'est la dématérialisation du chèque vacances, donc la dématérialisation complète, et qui est un vrai défi parce qu'en fait ça va vraiment bouleverser l'organisation interne de l'agence, peut-être ses orientations, la façon dont elle valorisera ses produits, tout en ayant vraiment à l'esprit que le modèle économique de l'agence doit être préservé pour qu'elle puisse continuer à intervenir dans le domaine des vacances et qu'elle puisse encore diffuser des programmes d'action sociale. Et enfin, le dernier point important dont je voulais vous parler, c'était le lancement d'une étude sur les acteurs du tourisme social qui a été lancée
début octobre et donc qui est cofinancé par l'État et par la Caisse des dépôts et consignations. Donc les objectifs de cette étude, en fait, c'est de faire vraiment un état des lieux du secteur, parce qu'on se pose beaucoup de questions, comme on a pu l'entendre précédemment, sur ce que c'est que le tourisme social, quelles sont les attentes, quelles sont les offres, quelle est la demande. Donc on souhaite, pendant 9 mois, analyser la demande et son évolution, dresser un état des lieux global des acteurs du tourisme social en France métropolitaine, donc les opérateurs directs du secteur, mais peut-être aussi élargir le prisme et voir quels sont les autres acteurs qui interviennent dans ce champ sans le dire et qui pratiquent une politique d'aide aux vacances. On souhaite établir une cartographie des acteurs actuels, de leurs offres, et en fait cette cartographie va permettre d'identifier les stratégies sectorielles à mettre en place et les éléments éventuellement indispensables pour aider à la restructuration, à la modernisation de la filière. Il y aura dans cette étude une partie de benchmark, une analyse des modèles économiques de ces opérateurs au vu de ce qui peut être fait à l'international, et dans ce domaine-là, on s'appuiera bien entendu sur l'OITS et on est preneur de réflexions que vous pourriez avoir sur ces questions. Et enfin, le but de l'étude, en fait, c'est de formuler des préconisations à vocation opérationnelle, donc à la fois à court terme, mais aussi à horizon plus 2025. Bon, c'est un petit peu loin, mais on sait que les programmes qu'on souhaite mettre en place prennent du temps, donc on a besoin de la réflexion. Dernier point, nous avons aussi des actions en fait très spécifiques sur l'accessibilité, puisque pour également accompagner les handicapés, nous avons développé 2 marques d'État. La marque Tourisme et Handicap, qui valorise en fait des équipements touristiques accessibles, qui garantit leur accessibilité. Donc c'est à peu près 5300 structures labellisées à ce jour. Et dans ce domaine, on a 2 innovations attendues au 1er janvier 2016. C'est d'une part la déconcentration de l'attribution de la marque au niveau des territoires, donc des régions, des départements, alors que jusqu'à présent il fallait monter au niveau national. Et puis en même temps la dématérialisation du mode de gestion, donc tout un outil totalement dématérialisé qui va favoriser à la fois l'entrée dans le dispositif, sa gestion, l'attribution de la marque et l'alimentation du site en fait qui valorise ces établissements, qui est le site des marques nationales du tourisme. Il y a un 2e label sur l'accessibilité qui s'appelle Destination pour tous, qui lui en fait cible des territoires, donc on est bien dans le concept d'une destination. C'est à la fois une destination touristique, mais pas seulement, puisqu'en fait ce label doit garantir qu'il y a également des commerces accessibles, des services accessibles. On parlait ce matin des besoins médicaux, par exemple. Donc, il doit y avoir l'accès aux soins médicaux, aux soins infirmiers, garantis dans ces territoires. Et puis, garantir aussi qu'on peut se déplacer à l'intérieur du territoire. On n'arrive pas dans un hôtel dans lequel on va être enfermé pour en repartir. Non, il faut absolument pouvoir se déplacer, aller visiter, avoir un intérêt touristique. Alors, on est parti seulement en 2013. On a un seul territoire labellisé à ce jour, qui est la ville de Bordeaux, pour 2 handicaps, le mental et le moteur. Et on va relancer un nouvel appel à proposition au Salon des maires. Donc, c'est un événement qui réunit tous les maires de France une fois par an, et ce sera le 18 novembre prochain. Voilà. Peut-être un tout dernier point pour conclure, parce qu'on était aussi sur l'innovation. En fait, l'innovation en France, dans la politique du tourisme, c'est vraiment complètement intégré au tourisme en général. Donc, tout ce qui peut sortir, tout type d'innovation sera intégré en fait ensuite dans le tourisme social, mais on n'a pas une politique très spécifique. On travaille beaucoup avec des startups qui ont des propositions très intéressantes pour préparer son voyage. Alors à destination de handicapés, on a rencontré une petite start-up qui propose une offre adaptée
pour des personnes en situation de handicap, où on va trouver des hébergements, des activités sportives, des restaurants. Donc voilà, on travaille avec tous ces petits nouveaux, je pense, qui seront un élément moteur pour le secteur du tourisme, qui vont permettre sans doute de rafraîchir un peu les visions et puis de faire avancer, parce qu'on a la chance d'avoir quand même beaucoup de jeunes dans le tourisme et qui viennent avec des idées très, très nouvelles. Donc on regarde ça avec beaucoup d'intérêt et on organise l'année prochaine un événement spécifique sur l'innovation qui aura lieu au mois de juin. Donc je vous invite d'ores et déjà à venir. Peut-être je donnerai des éléments plus particuliers sur cet événement. Voilà, merci de votre attention.